suis très très content d'être là. C'est un beau bébé qui est en train de naître là, à Junior. Très content d'être là. Il a mis un petit peu de temps à sortir, mais ça y est, il est là. Très content d'être là, de retrouver le copain, de découvrir les nouvelles têtes. Je suis Steve Evers, donc je m'appelle Steve Evers. Hop là, temps de régler tout ça, c'est parti. Je m'assure que tout marche bien, c'est parfait. Donc mon job, c'est je suis coach agile, facilitateur, formateur. Je me qualifierais en tant qu'accompagnateur du changement auprès des individus et des organisations. Et je suis coach chez Concerto, où nous essayons d'élaborer cette notion de positive technologie. Alors, je ne suis pas le meilleur du monde pour parler pendant 40 minutes face à une caméra. Donc, j'ai vraiment envie de vous embarquer. Et donc, on a un bel outil qui est le chat, hein, qui vous permet de mettre des mots dedans. Là, histoire de vous chauffer un petit peu, moi, je suis un peu intéressé de savoir d'où vous venez, c'est quoi votre job. Donc, si vous voulez bien vous jeter sur le chat en inscrivant un peu qui vous êtes pour que je vois un petit peu qui est là. Donc, bonjour Alexandre, Arnaud, Pierre, Alexandre, le fameux coach agile. Anne-Lise, salut Anne-Lise. Concepteur dev à Pau, salut Renan. On a du coach agile, du facilitateur à Paris, des PO, du Bordeaux, du Nantes, du Niort. Ah, il y a quand même du Niort. Du Toulouse, des Scrum, des PO, des agents du changement. Super top, vous commencez à être chaud. Donc déjà, un immense merci aux orgas. Je suis aussi orga d'Agile Vendée et je sais le taf que c'est. Là, ils ont organisé plusieurs événements qui se sont annulés, donc vraiment, bravo. On va dire, Anthony, à travers toi, vraiment, bravo pour votre taf. Bravo aux sponsors aussi de se lancer dans cette aventure. Bravo aux petits copains orateurs, évidemment. Et puis, merci à vous. Hein, ça fait très... Enfin, je sais pas bête de dire ça, mais s'il n'y avait pas autant de monde, là, ce serait plus compliqué pour un Agilior épisode 2. Donc, bravo. Ce que je vous propose de faire sur cette session, en fait, c'est qu'on s'interroge sur la nature de l'agilité, ce qui permettra peut-être de nous interroger sur nos pratiques. En fait, si je parle avec un ébéniste ou avec un menuisier, tous ces gens-là, en fait, s'intéressent à la nature de ce sur quoi ils sont en train de travailler. Et en fonction de ça, en fait, eh bien, ils vont utiliser tel ou tel outil, telle et telle pratique. Ils vont prendre plus ou moins de temps en fonction du bois utilisé. Et donc, je me suis interrogé sur, mais c'est quoi la nature de ce que moi, je suis en train de modifier en tant qu'accompagnateur agile, et c'est quoi la nature que les gens qui sont accompagnés sur laquelle ils doivent agir. Donc, toujours dans le chat, alors je vais vous dire une phrase, hein, aujourd'hui, ça va être bourrer le chat, bourrer le chat. Là, dans le fameux chat, répondez à cette question, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je pourrais faire différemment si je connaissais la nature de l'agilité? Qu'est-ce que vous pourriez faire différemment si vous aviez percé le clé? Miaou, bravo Cyril, bonne réponse. Bonne question de Maëlan, merci pour un coach, quand on dit bonne question, beau compliment. Mieux faire passer le message auprès des équipes, convaincre, dit Céline. Conduire le changement, dit Régis. Alain nous dit dominer le monde, ouais, aussi peut-être, allez savoir. Steve, bonjour Steve, communication réelle au sein de l'entreprise à tous les étages. Eric, m'affranchir de framework. Être plus bienveillant, nous dit Loïc. Enfin comprendre ce que c'est vraiment, nous dit Alexandre. Vraiment le vivant pour s'adapter au complexe. C'est un petit peu tout ça. Hein. Un petit peu tout ça. Et pendant que vous êtes chaud, et d'après vous, c'est quoi la nature de l'agilité?
Alors, Pierre nous dit l'humain, Herman nous dit l'humain, Céline, l'humain au centre des échanges, Alain nous dit une ouverture d'esprit, Marie nous dit de s'adapter, Lydia nous dit l'humain, la communication, Régis nous dit le contexte d'organisation, Ronan nous dit livrer petit, rapide, souvent, Steve, humain dans toute sa complexité. Eh ben, merci pour tout ça. Et dans toute cette complexité, on voit bien qu'il n'y a pas, probablement pas une réponse. Moi, je vais vous inviter là pendant cette session à un chemin autour de ma réflexion et mon objectif est que vous parcouriez votre propre chemin, peut-être en vous inspirant de choses, mais sans doute pas en pensant comme moi. Donc, on va commencer par ce que je crois observer. Alors là, ce que je crois observer, c'est un zèbre qui est tranquillement en train de ruminer, de brouter plutôt d'ailleurs, il va ruminer après. Il est en train de brouter tranquillement. Et les zèbres, ce sont des mammifères, et comme tous les mammifères, aujourd'hui on sait que ce sont des êtres doués d'émotions. Et une émotion, c'est quoi? C'est un truc qui vient se déclencher quand il se passe quelque chose d'important autour de vous, et qui vient vous dire, il faut faire quelque chose là. Et là, en l'occurrence, le quelque chose dans l'environnement de ce cher zèbre, c'est une lionne. Et le zèbre, du coup, ça lui déclenche une petite émotion qui est la peur, et il s'enfuit. Non, Alain, c'est pas un cheval camouflé, c'était bien un zèbre. Cette lionne s'enfuit. Tu m'as perturbé, du coup. Le zèbre s'enfuit. Mais ce qui est intéressant avec ces animaux, c'est qu'à la seconde même où ils ne perçoivent plus le danger, il n'y a plus d'émission de cette émotion, et du coup, le zèbre retourne brouter tranquillement, à la seconde même. Alors, ce que je crois observer dans les organisations dans lesquelles j'ai le plaisir d'évoluer, je retrouve aussi de temps en temps des individus tranquillement en train de brouter alors sur leur poste de travail, que ce soit chez eux ou dans les locaux de l'entreprise. Et parfois, ce que je crois observer, ce sont des dirigeants, des managers qui viennent et je le dis avec beaucoup de bienveillance, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de charger managers et dirigeants. Évidemment, ils ont des métiers tout aussi pénibles que les autres collaborateurs. Et ils viennent juste annoncer une transfo agile. Voilà, ils viennent juste dire, voilà, on va se lancer dans une transfo. Peut-être parfois même, on va se lancer dans une nouvelle transfo agile. Voilà, on va changer les trucs. Et du coup, ce que je peux observer, c'est que parfois, on se retrouve avec des personnes qui retournent brouter, mais assez souvent, on se retrouve avec des personnes qui commencent plutôt à ruminer, qui commencent à faire rentrer dans leur tête cette petite routine de cette chose va arriver, et ça déclenche des émotions, et ça déclenche des émotions. Alors, une question que je vais vous poser, et je vais vous donner quelques secondes pour y répondre. N'y répondez pas dans le chat, c'est une question pour vous. Est-ce que vous avez ressenti récemment une émotion désagréable? Essayez de vous resituer dans ce contexte. Et maintenant, essayez de nommer cette émotion. Est-ce que c'était de la peur, de la tristesse, du dégoût? Maintenant que vous êtes positionné sur cette émotion, qu'est-ce que cette émotion vous a incité à faire? Et maintenant, comment vous auriez fait autrement si vous n'aviez pas ressenti cette émotion? Alors, j'ai posé ces questions à un très bon copain, accompagnateur aussi du changement, etc. etc. J'ai posé ces questions, on s'entraînait, et c'était un peu, on va dire, au milieu de l'année dernière. Et l'émotion qu'il avait ressentie, en fait, c'était la peur. C'est un indépendant, son job, c'est de faciliter, et on ne va pas se mentir, en début de l'année dernière, tout s'est écroulé pour lui, son carnet de commandes s'est vidé, tout ce qui était programmé s'est arrêté, son job, c'est de faciliter en présentiel.
Donc, début du confinement, tout était terminé pour lui. Quelle émotion il avait ressenti? Il avait ressenti la peur. Et qu'est-ce qu'il s'est mis à faire? En fait, il a voulu combler le vide et il s'est mis à lancer des projets dans tous les sens. Sa peur l'a conduit à faire ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au bout de quelques semaines, il s'est épuisé à essayer de trouver dans tous les sens des solutions à son problème. Et en lui posant cette question de comment il aurait fait autrement, s'il n'avait pas ressenti cette émotion, il lui a paru évident de se dire j'aurais fait ce que je prône dans les entreprises, je me serais concentré sur un projet, je l'aurais testé, et si ça ne marchait pas, je serais parti sur une autre. C'est-à-dire que même des gens qui sont aguerris sur ces pratiques, même des gens comme lui qui commencent à parler d'émotions dans les entreprises, ça ne nous rend pas, ça ne nous vaccine pas contre tous ces mécanismes. Et ce que je crois observer, ça fait à peu près 10 ans que je traîne moi dans ces aires de l'agilité, un peu plus maintenant. Ce que je crois observer, c'est que pour ces gens-là qui rentrent dans ces ruminations, qui ne sont pas toujours visibles d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui ruminent un peu fort, on les entend, mais il y en a qui rentrent dans ces ruminations et qui souffrent, qui ne l'expriment pas. Ce que je crois observer, c'est que c'est dès ce moment-là, en fait, où les gens doivent être aidés sur ces questions-là, parce que sinon, toute transformation qui arrive derrière est déjà pratiquement vouée à un échec. Et ce que j'observe sur ces 10 années, c'est que les entreprises qui ont mis en œuvre cet accompagnement ont beaucoup mieux réussi, ont été beaucoup plus loin dans ce qu'ils souhaitaient faire, alors que celles qui n'accompagnent pas sur ces points de vue-là, qui n'aident pas les gens en fait à aller vers cette transformation, se retrouvent un peu dans l'obstacle. Alors maintenant, on va retourner bourrer le chat et je vous invite à indiquer quel est votre rapport au changement, au besoin de vous adapter. Allez-y, bourrer le chat. Herman, j'adore ça, c'est vrai. Steve, plus ou moins de résistance suivant la nature du changement. Tout problème, sa solution. Le changement, c'est maintenant, plus ou moins. Pierre qui dit, j'aime bien que ça vienne de moi. Eric dit que c'est nécessaire. Lydia, positif. Marie, changement meilleur moyen d'apprendre. Renan, faire la sieste au soleil. Régis, besoin régulièrement. Voilà. On voit en fait que c'est... vous répondez très bien. Dans vos réponses, je crois voir le côté nécessaire pour certains, difficile pour d'autres, et surtout il y a l'idée de c'est pas forcément pour les gens, c'est-à-dire que ça dépend du contexte, ça dépend de quoi on parle. Je le vois comme un mouvement, parfois c'est bénéfique, parfois fatigant. Ouais, merci Olivier. Ouais, c'est toujours fatigant. Autre question, je vous invite encore à bourrer le chat autour de cette question. Quel est mon rapport avec mes émotions et celles des autres? Alors, le premier, c'était « Oula !» Complexe. On a 2 heures pour l'interrogation, on peut en causer après. Alexandre nous dit « Ça dépend, ça dépasse ». Je les accueille du mieux que je peux. J'ai besoin de temps pour prendre du recul, dit Lilia, très intéressant. Pas facile de définir ses émotions. Herman, étant tombé dans le développement perso, je suis vraiment à l'écoute de toutes mes émotions, variables suivant les autres. Ok, question suivante. Encore 2 questions. Comment j'accueille les changements dans la sphère de l'agilité? Il se passe plein de choses dans l'agilité depuis 20 ans, et même avant. Des trucs que j'apprécie, d'autres moins. Comment vous accueillez tous ces changements? On a du positif. De nouvelles choses à tester, c'est oui. C'est oui d'abord, puis je réfléchis ensuite. Chouettement. Ok, super. Bravo, on a des gens tous très ouverts. Alors, quand on regarde un peu sur les réseaux sociaux, on a des gens parfois un petit peu moins ouverts, mais ça, c'est le propre des réseaux sociaux.
On croit voir quand même quelques ajouts, je sais pas, amener un peu de jeu, parfois peut créer quelques tensions, parfois amener un peu de framework peut causer quelques tensions. Mais là, on a des gens qui sont très positifs, c'est top. Nouveau territoire à explorer ou pas, nous dit Julien. Et autre petite question, vous allez bourrer le chat autour de qu'est-ce qui s'apparente à de l'agilité qui n'est pas du tout agile selon moi. Alors, qu'est-ce qui s'apparente à de l'agilité qui n'est pas du tout agile selon vous? La gestion de projet agile, les gros frameworks, dit Cyril, les rituels et que les rituels, dit Marie, suivre uniquement un framework sans se l'approprier, dit Steve, il faut que, dit Pierre, imposer une transfo, dit Grégory, décider à la place de, safe, dit Alexandre, suivre les frameworks sans comprendre, les frameworks top-down, dit Ronan, les offres d'emploi CPP, OSM, décider pour les autres, etc. Ok. Vous voyez, d'après vous, bon, il y a des choses qui sont plus ou moins agiles. Alors maintenant, je vais vous tenter je vais vous demander qui est pour vous le plus éloigné de l'agilité. Et s'il vous plaît, hein, il paraît que cette vidéo, enfin, il paraît qu'il y aura une vidéo derrière, donc je ne sais pas si le chat sera dedans, mais ne répondez pas dans le chat, s'il vous plaît. Hein. Essayez de penser à la personne la moins agile que vous ayez rencontrée. Normalement, c'est le genre de truc qui arrive assez vite. Et donc maintenant, évidemment, sans nommer cette personne, ce que je vous demande de faire, c'est de bourrer dans le chat l'émotion que vous ressentez à propos de cette personne. Est-ce que c'est de la peur, de la tristesse, de la joie, une autre émotion, de l'exaspération, de l'agacement, du dépit, de l'incompréhension, du désintérêt, de la colère, dit Valérie, de la fatigue, dit Marie, de l'indifférence, de la fatigue, dit Ronan, de la tristesse, de la lassitude, de la curiosité. Ok. Question suivante, et vous allez continuer à bourrer ce chat. Qu'est-ce que ça changerait si ma vision de cette personne peu agile était en fait perturbée par mes émotions? Qu'est-ce que ça changerait si ma vision de cette personne peu agile était en fait perturbée par mes émotions? Sûrement beaucoup de choses, dit Sophie. Pierre dit, je reprendrai la responsabilité de ce que je vis. Benjamin dit, ça voudrait dire que j'ai pas de recul. Julien s'interroge. Herman dirait, je pourrais en avoir une meilleure image. Valérie dit plus de bienveillance. Herman dit moins de jugement. Alain dit une vision moins en gris de cette personne. Ok. Il y a encore une petite question, puis après je vous parle un peu de mon hypothèse. Qu'est-ce que ça changerait si ma vision de l'agile était perturbée par mes émotions? Allez-y, continue à bourrer le chat. Qu'est-ce que ça changerait pour nous tous là, si notre vision de l'agile était perturbée par nos émotions? Olivier nous dit, toute chose n'est pas perturbée par des émotions, point d'interrogation. Il semblerait que les émotions soient un filtre, en effet. Benjamin dit, on ne serait pas capable de faire la part des choses. Ça c'est intéressant, ça. Du coup, comment tu ferais si tu savais que tu n'étais pas capable de faire la part des choses? Valérie dit, je ne peux pas me débarrasser de mes émotions. Alain dit, décalage de perception. Benjamin dit, avis externe. Alexandre dit, perturbé, comme si c'était négatif d'être influencé par ses émotions. Ah oui, ça c'est un très bon retour. Merci Alexandre. Tout à fait. Je vais changer ça. Le terme perturbe me perturbe dans cette question. Ouais, complètement. Bah, merci pour votre retour. Difficulté à analyser la situation. Ok.
Bah, merci pour vos retours. Je vous retrouve tout à l'heure dans le chat et en attendant, je vais vous exposer mon hypothèse, qui n'est que mon hypothèse, qui n'est que ma vision des choses. C'est que, selon moi, la nature de l'agilité est liée à un processus cognitif et comportemental. Alors, on va expliquer tout ça, parce qu'il y a plein de gros mots dans tout ça. Processus, c'est quoi? Alors, d'après le Robert, donc le Robert, c'est le dictionnaire, hein, c'est pas mon boucher. D'après le Robert, un processus, c'est un ensemble de phénomènes conçus comme actifs et organisés dans le temps. Donc, quand on se projette un peu dans l'agilité, c'est un petit peu ça le truc. C'est un ensemble de phénomènes, c'est un ensemble de trucs qui se passent. Il y a des gens qui se réunissent, qui mettent des choses dans un Trello, ou bref, des phénomènes organisés dans le temps. Autre définition du Robert, un processus, c'est une façon de procéder. Donc si on est un peu pragmatique, une organisation agile, une organisation qui ne serait pas agile ou qui serait moins agile, aurait des façons différentes de procéder, de faire des choses. Donc, même si processus peut sembler le mal, hein, Julien, faut peut-être juste se dire, si on regarde cette définition, que le processus n'est pas procédure, c'est juste comment font les gens. Du coup, cognitif. Donc, c'est comment font les gens. Et ça causerait de quoi? Ça causerait de cognitif. Le cognitif, c'est quoi? C'est tout ce qui est lié à la connaissance. Et moi, j'ai l'impression qu'en tant que coach, bah oui, j'interviens. Je fais en sorte que les gens acquièrent de la connaissance, se posent des questions autour de c'est quoi le produit que je dois réaliser et comment je dois le faire. Et que tout le processus d'apprentissage qui est lié aussi. C'est-à-dire, c'est bien de savoir ce qu'on doit faire et quels sont nos outils, mais sans doute qu'il va falloir que j'apprenne à m'adapter, à réutiliser tout ça. Donc tout ça, c'est la sphère de la connaissance et du cognitif. Et après, il y a le comportemental. C'est-à-dire que c'est bien gentil et c'est bien sympa de se dire, OK, j'ai acquis de la connaissance, mais entre j'ai acquis de la connaissance et j'ai un savoir et je me mets en route dans le comportement, il y a un monde qui est énorme. Ce monde qu'on est collectivement en train de mesurer, entre on a pris conscience de l'environnement, qu'il y a des trucs qui déconnent, et maintenant c'est la mise en marche qui est peut-être un peu plus compliquée. Donc voilà, c'est tout ce truc-là dans lequel je me retrouve de modifier, d'accompagner les gens dans leur façon de procéder, en travaillant le champ de leurs connaissances et en les aidant à mettre en place des comportements souhaités pour eux et pour l'ensemble, et tout en les aidant à réduire les comportements qui ne sont plus désirés pour eux et pour l'ensemble. Cette image, certains d'entre vous doivent la connaître, le fameux canard ou lapin. À la base, c'est paru dans un journal satirique allemand. C'était juste un petit ça, ouais, c'est le fameux calepin, ouais. Et donc, vous avez tous déjà vu, donc en fonction de comment vous concentrez votre attention, vous pouvez voir soit un canard, soit un lapin. Là où moi je vais attirer votre attention maintenant, c'est qu'en fait, nous n'avons absolument pas la possibilité de voir en même temps le canard et le lapin. Je suis obligé de concentrer mon attention sur l'un ou sur l'autre. Je ne peux pas voir les deux en même temps. Essayez de le faire. Si vous arrivez à le faire, envoyez-moi un message sur LinkedIn par exemple, et je vous mettrai entre bonnes mains auprès de spécialistes scientifiques qui seront très heureux de vous étudier. Globalement, on ne sait pas le faire. Ce qui peut être encore peut-être plus perturbant, c'est que finalement de se dire, bah, puisque c'est pas ni un canard ni un lapin, c'est quoi que j'ai face à moi? Parce que bah, c'est un truc qui tantôt est un canard, tantôt est un lapin. Et donc, c'est pas autre chose. Et donc, ça veut dire que c'est comme si, et il semblerait que nous fonctionnons comme ça, il fallait que j'ai préalablement en moi l'image de quelque chose pour pouvoir le percevoir. Je ne peux pas voir autre chose sur ce dessin qu'un canard ou un lapin. Et parfois, il y a des gens qui voient des canards, et parfois, sur la même chose, il y a des gens qui voient des lapins. Alors que peut-être ils sont en train d'observer la même chose, mais peut-être ça voudrait dire qu'ils ont été habitués à voir l'un vis-à-vis de l'autre. On retourne dans le chat et partagez avec nous, est-ce qu'il n'y aurait pas des points de vue qui nous arrivent d'opposer dans nos pratiques ou dans nos réflexions d'agilistes? Est-ce que ça ne nous arriverait pas de temps en temps de nous mettre en mode canard ou lapin? Pierre nous dit en permanence. Ouais, mais après, on va boire une bière, donc ça va.
On est tous le canard d'un lapin. Ouais, très joli, Ronan. Merci pour tous ces cadeaux que vous faites, parce que là, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont retenir la phrase de Ronan, et parce que j'ai dit, c'est parfait. Alexandre, nos envies par rapport à la réalité du terrain. Julien nous dit, je répète, le process, c'est le mal. C'est OK. C'était un canard ou un lapin. Mais il n'y a pas de souci, puisque c'est... En fait, vous avez tous raison. On voit suivant son humeur du jour. Ouais, alors c'est vrai qu'en plus, si on croit ça avec l'humeur et qui fait qu'en plus, en fonction de nos émotions, on va plutôt voir le canard ou le lapin, ça devient complexe, mais ça devient ce qu'on appelle un être humain. Les filtres et les croyances, les modèles mentaux, dit Ronan. Benjamin nous dit, en pâté, le lapin et le canard, ça a la même forme. C'est peut-être la solution. Il faudrait qu'on mette tous nos trucs d'agilistes en pâté. Et autour d'une bonne bière, ça passe très bien. Ok, ben moi, les questions que ça m'inspire, là, c'est comment on peut gérer des informations contradictoires ou paradoxales, sachant qu'il est quasiment impossible de voir à la fois le lapin et le canard. Quand deux choses arrivent, là, en même temps, on peut voir l'un ou l'autre, on ne sait pas voir les deux. Et ça, c'est compliqué. On est tous en train de vivre là, on est tous en train d'être angoissés par les mutations génétiques, alors que les mutations génétiques, c'est la base de la vie, quoi. Pas de mutation génétique, fin de la vie, et là, c'est quelque chose qui nous angoisse. Les deux sont vrais, le canard et le lapin. Comment on fait pour intégrer en fait les deux et voir? Et ça, c'est compliqué. Et du coup, comment on pourrait éviter ces erreurs de perception qui font qu'on voit un canard quand en réalité il s'agit d'un lapin? Ça, ce sont des bonnes questions. Et là, vous me dites, bon, Steve, là, c'est bien gentil si tu vas un peu loin, mais on n'est quand même pas comme ça, quoi. Dans notre quotidien, on n'est pas comme ça. Alors, je vous invite à bourrer le chat et à former 3 mots à partir des éléments que je vous mets à disposition. Allez-y. Bateau, navire et livre. Ronan, bravo. You win. Tu as gagné une bière physique dès qu'on aura le plaisir de se rencontrer. Effectivement, pour ceux qui ne l'auraient pas trouvé, je vous laisse vérifier l'association navire, livre, bateau. Allez, on continue. Vous êtes chaud? Formez 3 mots. Pont, route et voyage. Écoute, Jean-Michel, je te félicite pour ta réponse. Ce n'est pas la mienne. Carotte. Alors, on a condition. Pas mal, bien joué David. On a faim, effectivement. David, tu en as 2. Et retire. Bah, bravo David. Je vous laisse vérifier par vous-même. On a bien condition, retire et faim. Ce qui est compliqué, c'est qu'on fonctionne en hypothèse. Hein. C'est-à-dire que vous aviez fait l'hypothèse qu'il fallait associer les trigrammes 2 par 2 pour trouver les mots. Et donc, vos cerveaux projettent cette hypothèse, essayent de trouver, et comme ce n'est pas la bonne hypothèse, ils ne voient rien. Pourtant, dès que vous avez la bonne hypothèse, bah, vous trouvez facilement. Allez, on continue. Vous allez tâcher de trouver 3 mots familiers. Allez, formez 3 mots familiers. Alors, pas de bonne réponse encore dans le chat. Formez 3 mots familiers. David Meunier nous dit 3 mots familiers. Bravo, c'est une très bonne réponse. Je vous laisse vérifier par vous-même. Avec toute la bienveillance du monde, c'était quand même un peu facile de former 3 mots familiers. Mais voilà, c'est comme ça. Même quand c'est évident au possible, notre cerveau veut vérifier ses hypothèses et consomme trop d'énergie de réfléchir à d'autres choses. Allez, on continue un peu. Former 3 mots.
lutter contre vos hypothèses, lutter contre vos croyances, et les choses vont apparaître. Alors, on a du recul, on a du LED. Ulule, recul, je vois 3 mots, et accule. Bravo, félicitations. Donc, je vous laisse vérifier pour ceux qui n'avaient pas formulé la bonne hypothèse. Il fallait en mettre en hypothèse que la terminaison ul allait être utilisée 3 fois. Allez, on s'en fait encore 2 petits, histoire de faire chauffer un peu les neurones. Alors là, ça a l'air un peu plus compliqué. Les lettres sont dans le désordre, dit Ludovic. Romain, cursus et phasme. Bien joué, Alexandre. You did it. Effectivement, il faut prendre la première lettre de chaque trigramme et en fait lire verticalement. C'était en colonne, dit Maël. Oui. Ça paraît tellement évident quand on a la clé, quand on forme la bonne hypothèse. Allez, un petit dernier. Vous devriez pouvoir le trouver. Object. Manage, object. Ellison, Myland, bien joué, bravo. Exactement. On revenait au premier point, mais la petite subtilité était que c'était en anglais. On voit à quel point c'est difficile de voir le monde quand on n'a pas les bonnes hypothèses, quand on n'a pas préalablement en nous les règles du jeu, et à quel point ça nous rend aveugles alors que, en fait, ça paraît évident dès qu'on a les bonnes clés de lecture. Nous fabriquons une image du dehors à partir de ce qui est en nous. Alors, on projette en fait sans arrêt dehors ce qui est dedans. Et ce que nous croyons voir, en fait, c'est une projection de nous-mêmes. Ce que nous racontent les neuropsychologues et autres. pratiquement 90% de ce qui apparaît sur votre rétine provient de l'intérieur de votre cerveau, qui est une hypothèse. Et en fait, on va juste vérifier par un souci d'économie d'énergie, de consommation de glucose, etc. On va juste vérifier que nos hypothèses sont vraies. Et si on trouve la moindre chose qui nous donne à penser qu'on a raison, alors on part du postulat qu'on a raison. Vous avez ici devant vous ce très beau tableau, moi j'aime beaucoup. C'est un autoportrait d'une peintre mexicaine qui s'appelle Frida Kahlo. Et elle porte sur son doigt, comme ça, un papillon qui est très célèbre au Mexique, qui s'appelle un grand monarque, et qui symbolise beaucoup le rapport à la mort des Mexicains, dans le sens où beaucoup de Mexicains pensent, comme les Incas ou toutes les civilisations précolombiennes, que les morts ne sont pas vraiment morts, et qu'en fait les gens disparaissent, et qu'ils viennent régulièrement en fait nous rendre visite. Et ce papillon est très célèbre puisque tous les ans, exactement à la Toussaint, donc au moment de la fête des morts, des millions de ces papillons migrent des États-Unis et ils viennent se réfugier pour l'hiver exactement au moment de la fête des morts, dans le sud du Mexique. Et donc pour tous ces gens dans les États, ils ont grandi avec cette vision-là, ils sont absolument convaincus que ce sont les morts qui reviennent sous la forme de ces papillons. Et du coup, une question que je me pose, et je me la pose d'autant plus que je vis avec l'une de ces Mexicaines, mon grand bonheur de vivre avec elle, c'est qu'est-ce qui m'empêche de croire, moi, aujourd'hui, que l'âme des disparus revient nous rendre visite chaque année sous la forme d'un papillon? Qu'est-ce qui fait que ma compagne a cette croyance? C'est quelqu'un d'extrêmement brillant,
plein de masters, parle 5 langues, dont 3 couramment. Qu'est-ce qui fait qu'elle porte en elle cette croyance? Et qu'est-ce qui m'empêche, moi, de voir ces disparus qui reviennent? Ça nous rassure, la culture, un mélange de culture, je vois dans le chat. Et du coup, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui est trop présent en moi aujourd'hui et qui m'empêche de voir le monde de l'agilité autrement? Parce que mes croyances à moi, elles sont quand même beaucoup basées sur ce manifeste pour le développement agile de logiciels, le fameux logiciel que vous connaissez. Ça, ce sont nos croyances, ce sont nos histoires. Alors on va se dire déjà que les croyances, c'est très utile, les histoires aussi, parce que ça nous permet de nous retrouver. Là, on le voit bien aujourd'hui. Et c'est vraiment intéressant de partager des croyances et des histoires. On voit déjà l'intérêt un peu sociologique et sans doute de préservation de l'intérêt de se réunir. Moi, l'une des croyances que je porte depuis toutes ces années dans l'agilité, c'est que pratiquement c'est la première phrase qui a le plus de sens. Et la première phrase, c'est celle que je retrouve la moins citée. Et elle nous dit quoi, cette première phrase? Elle nous dit « Nous découvrons comment mieux développer des logiciels par la pratique et en aidant les autres à le faire ». Voilà, ce sont des gens qui sont réunis il y a pratiquement exactement 20 ans. Peut-être qu'Agile a attendu finalement pour fêter les 20 ans. Et c'est cette histoire de découverte. Ce sont des gens qui sont réunis et qui ont dit « Nous, agilistes, pour nous, être un agiliste, c'est découvrir quelque chose ». Tous les gens qui étaient là avaient découvert comment ils travaillaient. Et, je vous le cite en plus, ce qui est super intéressant, le principe d'aider les autres à le faire. Et en plus par la pratique. Et du coup, je m'interroge en fait sur le casting pour accompagner un changement. Si vous êtes dans une entreprise ou si vous voulez créer du changement autour de vous, finalement, c'est quoi le bon casting? Alors, on repart dans des croyances, on repart dans des canards et des lapins. Le monde est plus complexe que ça, mais du coup, c'est quoi le casting pour accompagner le changement? C'est un très bon expert Scrum, Kanban, Safe, tout ce que vous voulez. Et où c'est quelqu'un qui va accompagner justement ce processus cognitif, ce processus d'apprentissage, qui va aider les gens à sortir sans doute de leur rumination, à se mettre en mouvement, à créer des nouvelles routines, à essayer de sortir des anciennes routines. C'est quoi ce bon casting qu'il faut fixer? Alors, probablement que apparaît là en vous le plutôt l'un ou plutôt l'autre, peut-être un mélange des deux. Si vous voyez plutôt canard, ben, je vous invite à réfléchir au lapin. Si vous voyez plutôt lapin, je vous invite à réfléchir au canard. Et en poussant encore plus loin la question, si on met en postulat si on part en hypothèse, qui est mon hypothèse, qu'un agiliste, c'est quelqu'un qui découvre, ben finalement, qui est l'agiliste? Est-ce que c'est l'expert Scrum, Kanban ou Safe? Est-ce que c'est l'accompagnateur? Est-ce que c'est quelqu'un qui va tâcher d'apprendre et qui va faire en sorte de mettre en œuvre ses apprentissages? Encore une fois, si ce qui vous apparaît est canard, je vous invite à explorer le chemin du lapin et inversement. Alors, pour beaucoup d'entre nous, experts Scrum, Kanban et Safe, bah, c'est OK, on en croise tous les matins. Par contre, les accompagnateurs du processus cognitif et comportemental, on en voit beaucoup moins. Et c'est vrai que dans les annonces d'accompagnement, c'est beaucoup plus rare, mais ça ne l'est plus. C'est-à-dire que aujourd'hui, des accompagnateurs du processus cognitif et comportemental qui accompagnent la transformation des entreprises, bah, ça existe déjà depuis quelques années, et il y en a de plus en plus. Et bah, en fait, la plus grande organisation en France, ce ne sont pas des agilistes qui les accompagnent, ce sont effectivement ces experts-là. Ce sont des gens qui viennent souvent des milieux neurosciences et autres. Hein. Et bah, la plus grande organisation en France s'appelle l'État français, et l'État français se fait accompagner par ces gens-là. Beaucoup maintenant d'institutions autour de l'État français commencent à le faire, et on retrouve également des entreprises comme la RATP, des entreprises comme Danone, qui de moins en moins font appel à des agilistes pour les accompagner dans ces tempêtes du changement, et de plus en plus vont se concentrer sur ces points-là. Et après, bien évidemment, les mixtes s'entendent très bien. Et du coup,
je vais vous montrer un petit peu rapidement comment font ces gens pour mettre en œuvre ce changement, tout en tenant compte de ce qu'est l'être humain d'un point de vue cognitif et comportemental. Et essentiellement, ça tourne autour de cette boucle qui est le comprendre, concevoir et évaluer. Peut-être que vous ne voyez pas très bien les petites lignes, mais je vais vous les nommer rapidement. Et ce qu'ils commencent à faire, en fait, ce ne sont pas des experts de framework ou autre. Et ça ne veut pas dire qu'ils les rejettent, mais en tout cas, ils vont commencer par faire un benchmark, une revue de l'art. Ils vont dire, OK, c'est quoi, en fait, qui existe chez les clients autour? Qu'est-ce qui fonctionne pas, etc. Et puis, ils vont faire une enquête sur le terrain. Ils vont aller interroger les gens sur ce qu'ils ont envie, c'est quoi les solutions qu'ils veulent mettre en œuvre. Et puis après, ils vont partir sur des étapes de conception. C'est-à-dire qu'ils vont évidemment impliquer les équipes, on est sur de la co-construction, faire du brainstorming et prototyper des solutions, des chemins qu'ils ont envie de mettre en œuvre. L'étape d'après, c'est de l'évaluation, c'est-à-dire du test, de l'évaluation d'impact et également de la recommandation, donc du recours à de l'expert, si on a décidé de mettre en place, je sais pas moi, du SAFe, du Scrum ou ce que vous voulez. Si on est parti sur ces types de solutions dans la phase de conception, on ne s'interdit évidemment pas de faire appel à des experts pour continuer à monter. Et on tourne, et on tourne. Quand j'ai commencé, moi, à être confronté à ces schémas il y a à peu près 4-5 ans, la première chose qui m'est apparue, c'est en mode canard-lapin, oui, c'est comme l'agilité, c'est exactement ce que l'on fait. Et après, je me suis dit, non, sois honnête. Quand tu arrives, toi, tu arrives avec ton Scrum, tes machins, tes bidules. Il n'y a pas une réelle co-construction avec les équipes. Et du coup, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut que basculer là ou que l'autre. Je pense que de ce que moi, j'en observe et ce qui fonctionne, c'est que de l'agilité, sans ce type d'accompagnement, on va vers des murs et on va vers des difficultés. Assez souvent, et c'est pas, ça me fait plaisir, c'est ce que je constate. Et de l'autre côté, quand on accompagne, quand les managers sont sensibilisés à des choses un peu, ne serait-ce que basiques, comment ça fonctionne un petit peu les émotions, comment les gens apprennent, etc. Donc, quand on s'inscrit dans un rythme qui est le rythme normal des individus, et bien en fait, ça fonctionne. Et ça ne veut pas dire pour autant que les choses vont être plus lentes. Pas du tout. Non, ces gens nous disent, voilà à peu près, c'est pas comment on fonctionne, mais quelles sont les bonnes pratiques qu'il faut mettre en œuvre, et ça aide à avancer. Et donc, du coup, moi, j'ai tout ça maintenant dans ma valise. J'ai de l'agilité, des tas de choses. Et là, je ne vais pas vous quitter quand même sans vous donner deux, trois trucs que j'ai dans ma valise. Dans les 2-3 trucs que j'ai dans ma valise, il y a de la pédagogie inversée. Beaucoup, puisqu'il faut impliquer les gens. Donc, voilà. Des recommandations scientifiques. Je prends leurs recommandations. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison. Ça veut dire que je fais réfléchir les gens autour de ces recommandations. Beaucoup de questions, plus de questions que de réponses. Des liberating structures, des outils comme Tiagi qui permettent d'outiller les managers et les équipes autour d'ateliers qui vont leur permettre de mieux apprendre, de mieux prioriser, etc. etc. De l'host leadership, par exemple, pour aider les managers peut-être à réfléchir autour de leur posture, du solution focus pour engager les équipes sur la voie des solutions, et bien sûr, évidemment, de l'agilité qui reste tout à fait cohérent et pertinent dans ces environnements. Donc, je vous livre maintenant ma conclusion, qui n'est que ma conclusion, et en la débutant avec une anecdote. Et cette anecdote, elle est vraie, sinon, elle n'a pas de sens. La semaine dernière, ma compagne était avec son smartphone, au téléphone, elle parlait espagnol. J'étais en train de faire autre chose. Et elle est revenue vers moi, elle a posé le smartphone, et elle m'a dit « Ma tante est partie ». Elle était en ligne avec sa cousine Mariana, qui était dans la pièce à côté. Actuellement, le Mexique, c'est un beau bazar. Les gens meurent chez eux, pour l'immense majorité. Les hôpitaux sont débordés. Et donc, les gens meurent chez eux, accompagnés par leur famille. Et ce que Mariana a expérimenté, Mariana, elle travaille à l'ONU. C'est quelqu'un qui, tous les jours, collabore avec la Maison-Blanche, qui est une marathonienne, qui parcourt le monde en permanence. C'est quelqu'un qui est extraordinaire, hyper curieuse, hyper intelligente. Et elle lui a dit, j'étais dans la pièce à côté, et j'ai senti la présence de ma tante, qui est passée, comme pour me dire au revoir. Elle est allée voir dans la chambre, et effectivement, elle a constaté que sa tante était partie. Qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement autour de cette tante?
des réunions, parce que tout le monde est quand même plus ou moins confiné. Donc en ce moment, les gens, pendant 9 jours, vont faire des prières en espagnol et des prières catholiques. Donc si on est un observateur de l'extérieur, qu'est-ce que l'on voit? On voit que les Espagnols, il y a 500 ans, ont quand même bien fait le job, puisque de l'extérieur, on voit des gens en train de faire des prières catholiques en espagnol. Ils ont réussi à imposer leur culture. Mais en fait, quand on parle aux gens, on se rend compte que ces événements pour réunir les gens, en pensant sans doute que ça fait plaisir aux autres et parce que c'est rentré quand même dans leur routine, c'est pas ce qu'ils croient. Ils ne croient pas au paradis ou ils ne croient pas à autre chose. Ils sont tous encore présents, cette personne parfois qui vient et qui repart. J'ai discuté de ça bien avant avec plusieurs historiens et ils m'ont tous confirmé quelque chose. Jamais dans l'histoire de l'humanité, une culture envahissante n'a réussi à détruire la culture locale. Jamais. Ces Incas, ma petite fille qui est née de mon union avec Béatrice, ma compagne, elle a une tache dans son dos, une tache noire qui vient des Incas. Et les croyances des Incas sont là depuis 500 ans, les Espagnols ont tout envahi, ont changé tout. Non, la culture reste. Jamais dans l'histoire de l'humanité, une culture envahissante n'a réussi à imposer sa culture. Du coup, plutôt que de chercher à imposer une croyance à quelqu'un, je pense que nous devons probablement apprendre à cheminer à partir de ces croyances. En espagnol, il y a un poète qui dit « Caminante no hay camino, se hace camino al andar ». Quand nous avançons sur un chemin, en vérité, il n'y a pas de chemin. Le chemin se fait lorsque nous marchons. Merci à tous. Et je pense qu'Anthony va revenir. Oui, je suis revenu. Merci Steve pour ce moment. Vous pouvez vous poser vos questions, pas bourrer le chat, mais dans la partie questions et réponses. Est-ce qu'il y a des questions? Des réactions? Merci pour vos merci. Et merci pour la petite modification que je vais appliquer de ce pas, Alexandre. Ah, ouais. Alors tu repars avec un petit changement. Exactement. Ah, Donc c'est un cadeau. pour faire le lien avec Alexis. Je sais pas. Carrément. Vous n'avez pas de questions? Ça chamboule tout là-dedans. Voilà, je crois que tu les as assis là. Assis, ça arrive. Ouais, bah, ça chamboule tout, oui. Alors s'il n'y a pas de questions, eh ben moi je vous propose un truc en fait. Je vous fais encore un petit cadeau en plus que j'avais prévu. Dire que je vais vous montrer 3 questions. Posez-les-vous. Et on va les projeter pendant 30 secondes chacun. C'est un petit cadeau pour vous. Faites-le pour vous. Et vous pouvez faire le cadeau aux autres, en fait, de le partager votre réponse dans le chat. Qu'est-ce que tu as remarqué d'intéressant te concernant durant cette session? Voilà, merci pour les petits cadeaux que vous vous faites là. Je vous passe la question d'après. Quel mieux vois-tu déjà pour toi? Alors, qu'est-ce que l'on avait la question d'avant?
Mon point de vue n'est pas mon point de vue, ce n'est pas la réalité. Besoin d'encore plus écouter. Quel mieux vois-tu déjà pour toi? Chemin vers la tolérance, prise de recul, plus d'humanité. Il me semblait de plus en plus difficile d'accompagner les changements agiles, sans parler, faire référence au monde intérieur de chacun. Prise de recul, ça appuie ma réflexion. Prendre du recul plus souvent. Ok. Et la troisième petite question que je vous pose, et bourrer le chat pour vous faire des cadeaux, qu'aimerais-tu te surprendre à faire de bien aujourd'hui? Me faire confiance, dit Céline. Encore plein de choses à apprendre et à découvrir. C'est trop bien, dit Herman. Partager les enseignements de ta conférence, dit Benjamin. Une balade à vélo pour processer tout ça ou tout laisser décanter, dit Herman. De m'appliquer les choses apprises, découvertes, dit Emmanuel. Méditer, dit Ronan. Appliquer cette maxime, le seul vrai voyage, c'est changer de regard. Eh ben, écoute, c'est une belle maxime. Merci Pierre. Et du coup, ben, moi, je vous souhaite une très belle journée là. Faites des belles rencontres et une très belle suite sur votre chemin.